Du coup, Romain, tu n'auras pas à couper quoi que ce soit, parce que... La boulette, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur KTB Radio dans l'émission La Bibliothèque de KTB Liber. KTB Liber est donc une maison d'édition, c'est la première entité de la maison KTB qui a donc pour vocation d'éditer des livres gratuitement dans le monde. Aujourd'hui, nous nous permettons de rencontrer l'auteur d'un des livres de l'association KTB Liber qui vient donc d'écrire un livre l'année dernière. Je crois en fait, le livre est sorti l'année dernière, mais tu l'avais écrit... J'ai écrit en 2019. En 2019, déjà, voilà, qui a donc été mis en édition l'année dernière. Et nous allons parcourir avec lui donc cette incroyable aventure, une œuvre qui mêle l'utopie et la dystopie, qui mêle un voyage, une renaissance, des conflits et des légendes. Une aventure qui mêle la fiction, mais aussi des traits de ta personne. Patrick Alioud, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de parler des champs des montagnes, faisons un petit tour de ton parcours avec cette question qui est presque intimiste du coup et complètement partagée par ton humble serviteur, Pat. Du coup déjà c'était comme ça qu'avait été signé le premier livre. Alors qu'on vient donc de dire ton nom et ton prénom, en fait, pourquoi ce pseudonyme finalement ? Alors parce que en fait surtout ce que je voulais c'est que bon évidemment pas dans le BH parce que tout le monde se connaît mais si le livre circule et on a commencé à en envoyer à l'étranger là, avec KTB chez des francophones, c'est surtout que la personne n'ait pas le réflexe de regarder tout de suite je cherchais le nom de l'auteur et voir qui est l'auteur de ce livre, que ça reste un petit peu mystérieux, voilà, qu'on ne sache pas qui écrit, pour pouvoir le découvrir sans avoir... Tu as besoin de chercher une référence particulière. Une référence et avoir des a priori aussi. Tu as toujours des a priori sur l'auteur quand tu le connais, que bon mauvais d'ailleurs, mais je dirais. Donc du coup ça permettait de... J'ai cru comprendre que tu as déjà écrit des livres. C'est pas ton premier. Non, c'est mon premier. Ouais, c'est ton premier, mais officiel, édité, tu veux dire. Mais tu avais déjà gratté un peu quand même, autour de nouvelles peut-être Oui, j'ai fait 2-3 nouvelles, mais c'est depuis. Après. C'est après le Champ des Montagnes. D'accord, ok. Ouais. Elles n'ont pas été publiées, hormis le film que je t'ai montré. D'accord. Qui est un film d'animation. On va peut-être faire un truc avec Soria, qui est Cornelius, si tu nous entends. Parce que moi, voilà, le pseudo, je l'emploie moi-même dans mon propre travail, d'écriture aussi, puis de peinture aussi. Et je m'étais demandé, du coup, si ça ne pouvait pas se s'entendre dans un autre livre, ou simplement la pudeur, en fait, qui peut découler d'utiliser un pseudonyme pour n'importe quelle œuvre, finalement. Si on connaît une paire, j'ai jamais eu cette idée-là. Non, par exemple. La pudeur, non, parce que la pudeur dans le BH, c'est difficile, parce que tu connais les gens, donc rapidement, Radio BH... fonctionne et tu sais, les gens savent qui c'est qui a écrit ce livre. Donc, mais c'était plus pour éviter ce réflexe de rechercher, parce que j'ai vu souvent les gens faire ça et je trouve que c'est dommage en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que de chercher l'image Wikipédia et tout ce qui va derrière. Oui, par d'autres et là je suis en train de lire un livre d'un auteur célèbre et finalement j'ai connu cet auteur sous une autre facette. C'est ça qui m'a donné envie de lire son livre. Donc forcément tu recherches quelque chose. Tu l'as entendu parler avant, enfin voilà. Tu te dis, il va dire des choses intéressantes en rapport avec ce qu'il a dit dans son interview. Bon, voilà. Bon, c'est la deuxième fois que tu passes donc à nos micros pour le Festival d'art actuel de Serres-les-Arts 2022. On s'était déjà rencontrés autour de ton œuvre et de ton parcours, mais là, sous un vent de tonnerre qui a rendu donc la moitié des enregistrements complètement inaudibles. D'ailleurs, on s'excuse à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu entendre leur podcast. Aussi deuxième fois, où cette fois-ci, nous ne sommes pas sur un petit format, mais un très long format. On a 1h30 ensemble, avec de la musique, avec des extraits de ton œuvre. Alors je reviens sur ce premier podcast qui survolait ton parcours, et si ça ne te dérange pas, peut-être revenir dessus. Ouais. Tu es natif de la région, est-ce que tu es serrois ? Non. J'ai fait mon collège à Serres, mais je suis de Méreuil, un petit village à 7 km. Il y avait déjà un collège à Serres ? Oui. Je pensais qu'il était récent, le collège de Serres. Un collège à Serres... Non, il existait depuis déjà une dizaine d'années. Ah oui, ok. D'accord. Ouais. Donc tu es de Méreuil. Ouais. Je me souviens que tu as grandi en ferme. Oui, c'est ça. Mes parents étaient agriculteurs. Donc ni mon frère, ni ma soeur, ni moi n'avons repris la ferme. Même si on continue à produire un peu des denrées agricoles pour de l'autosuffisance. Et moi, j'ai retapé un vieux cabanon sur la colline qui appartenait donc à mes parents et qui est devenu ma maison. En fait. C'est une famille assez ancienne dans le territoire, du coup. Oui, c'est une famille assez ancienne. Et originaire, mon grand-père était originaire de la Drôme, mais pas très très loin, derrière le col de Cabre. Donc on est à moins de 50 km.
Et bon, il est venu s'installer là. Ouais. Voilà. Tu sais pourquoi tu étais venu là? C'était exactement pour une raison. Je crois qu'il était cheminot. Ah Et oui, qu'il travaillait sur la ligne de Vennes et il a rencontré ma grand-mère donc, qui était d'Aiguien. C'est elle qui avait le terrain de cette ferme à Merveille qui a depuis vraiment pas mal grossi. Quoi. Ouais, c'était un peu l'idée, prendre du champ, essayer de produire ce qu'il fallait, c'était un autre temps. J'ai souvenir aussi que ça avait été vraiment survolé, parce qu'on avait fait un podcast de 20 minutes l'année dernière. Donc du coup, ni toi ni frères et sœurs n'ont repris la ferme. Non. Et du coup, tu t'es orienté vers des études. Qu'est-ce que tu as étudié exactement? Alors moi j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai travaillé dans tout ce qui est eau potable, assainissement. J'ai fait des études dans l'eau. Ça prend combien de temps ça du coup? Les études? Ouais. C'est bac plus 5. Ouais. C'est une grande école. Ouais. Et puis rapidement, je me suis orienté vers donc la production d'hydroélectricité en travaillant sur des petites centrales hydroélectriques. Donc ça m'a permis d'ailleurs, après des voyages à l'étranger, donc au Québec, en Polynésie française, en Afrique, je suis revenu m'installer ici. Donc, voilà. Et je travaille à mon compte, donc dans ce qui est études, suivi de chantier. Voilà. Ah, donc tu construisais des petites usines à eau. Des petites prises d'eau et conduite forcée. Une prise d'eau, du coup, c'est quoi? C'est percer, c'est faire un trou au sol, c'est récupérer de l'eau pour alimenter quelque chose? Non, en général, c'est un petit barrage. Ah d'accord, oui, ok. Petit barrage dans la rivière, ouais. Bon, alors, quand on parle de microcentrale, il n'y a pas vraiment de retenue. Par exemple, celui qu'on a à Serres, c'est quoi? Ce serait un micro-barrage? Le barrage cassé? La retenue. Non, la retenue qu'on a. Non, ça c'est déjà de la grosse hydro. Ok, d'accord. Okay, parce que là, tu es sur un barrage qui a, je crois qu'il doit faire une vingtaine de mètres. Je crois, un peu en hauteur, oui, il est pas mal. Donc il est classé niveau danger, alors je sais plus la réglementation, je crois que c'est A, je crois. Donc du coup. Parce que s'il cède, il fait une belle vague, ouais. Voilà. Et là, il y a une vraie retenue. Et tout. Non, c'est des choses beaucoup plus petites. Par contre, il peut y avoir des conduites forcées qui sont déjà assez conséquentes. Quoi. Ouais. Des tuyaux de 2-3 mètres de diamètre. Ah oui, c'est bon, c'est des débits. Tu vas avoir des débits importants. Ouais. Et donc, tu as fait le tour du monde quasiment, en fait, quoi, avec ça. Non, pour le travail, non. J'ai travaillé dans quelques pays, mais j'ai pas fait le tour du monde. Non. Et puis finalement, je suis revenu travailler là parce que c'est vrai que je suis un peu amoureux des Alpes, ça c'est vrai, et des montagnes. Et ce travail me permet de travailler dans cet environnement-là. Ouais, qui te plaît, la montagne, entre autres. Et pas mal sur le terrain aussi. Ouais. Oui, du coup, parce que t'étais quoi? C'est quand même du travail de terrain, ça, où c'est beaucoup de paperasse. C'est des plans, du coup, c'est des... tu as des plans, mais tu as beaucoup de travail de terrain aussi. Ouais, il faut les repérer, faire des mesures. Voilà, puis suivre... Monter des équipes, si je présume, du coup. Ouais. Et puis suivre les chantiers, mettre la mise en service. Ouais. Voilà. Donc des pays... donc tu as fait quoi? Tu as fait la Polynésie. Tu as eu comme ça un peu des chantiers un peu compliqués, des trucs un peu fous, un peu extravagants qui semblaient impossibles peut-être ou Non. Parce que c'est des pays qui étaient en développement pour la plupart, qui avaient besoin d'une alimentation. J'ai travaillé dans la coopération internationale, un petit peu, en Tanzanie, et puis j'ai fait Madagascar aussi, je suis allé, sur quelques autres projets, mais c'était principalement des études. Donc c'était pas des projets qui allaient être validés, c'était proposer quelque chose, ok. Plus ce qu'ils appellent de la cartographie de sites hydro et des études de faisabilité. A contrario, en France, j'ai travaillé sur pas mal de projets de construction, donc de centrales neuves ou de rénovation. Voilà. Il y a des petites, du coup, parce que tu as toujours fait dans le micro ou d'accord. Toujours dans le micro. Tu fais pas dans le grand œuvre, pour le coup, comme les barrages. Non, c'est un autre travail. Ouais, c'est un autre truc, ça encore. Et l'eau, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré, le domaine de l'eau, peut-être ou Oui, simplement. C'est vrai, ça m'a toujours attiré. C'est une problématique hyper importante. Puis c'est un pouvoir exceptionnel aussi pour l'énergie, propre pour le coup. Donc, il y a l'énergie et l'eau, et tu as l'irrigation. D'ailleurs, souvent les projets sont mêlés. Tu as souvent un facteur irrigation, l'eau potable, l'assainissement, tout est entremêlé. Puis quand tu touches à la ressource, il faut faire attention donc il y a tout un volet environnemental pour faire attention que tu ne dérègles pas la biodiversité, l'écosystème et les autres usages de l'eau. Puisque, voilà. Donc en ce moment, c'est assez critique, on en entend parler souvent. Avec
la raréfaction de la ressource, qui est visible, hein, qui se voit. Enfin, Ah bah clairement, oui. Ça, c'est... Sur les études hydrologiques, moi je fais pas mal d'études hydrologiques, sur la Durance, on a perdu. La Durance à Briançon a perdu pas mal. Hein, ça se voit nettement sur les courbes. Ouais. En débit d'eau, tu veux dire? Ah ouais. Les débits d'eau s'effondrent. Hein. Ouais. On a perdu presque 200 litres seconde en 20 ans de débit moyen sur au niveau de Briançon, sur la station de jaugeage de Val-des-Prés, c'est très visible. Ça sera l'occasion d'une autre émission, je pense, parce que depuis le temps, en tout cas, que je suis dans cette région, pour le peu, en plus, où je suis présent sur le territoire du Bouège, c'est quelque chose que j'ai même observé. C'est assez dingue. À chaque été, à chaque hiver, le Bouège, c'est encore plus visible parce qu'on est un peu à une frontière climatique. Ouais. Donc le dévoluy, il n'y a pas des ressources de nival très importantes. C'est moins visible dans le nord des Hautes-Alpes, à l'œil, parce qu'il y a la fonte des glaciers déjà qui perturbe, l'été il y a plus d'eau, tout ça. Mais en fait, quand tu fais les analyses statistiques des débits qu'on mesure depuis presque 100 ans, hein, c'est significatif. C'est significatif, ouais. Tu as des courbes de tendance claires, quoi. Après, c'est sûr que des fois, tu vas te retrouver avec des pics où tu as un peu plus d'eau, un peu plus de pluie, mais ça ne dure pas. En fait. On est parfois content qu'on ait 2 semaines de flotte, mais finalement, ça rassure un peu. Ça rassure la conscience, et puis finalement, on sait très bien que ça ne suffit pas. Il faudrait, j'imagine, des mois entiers de pluie. Et puis dans les Alpes, on va être confronté à la baisse du stock nival, et puis les disparitions des glaciers. Bon, pas tous à court terme, mais bon, ça va impacter les nappes. En effet, ça va faire un effet domino, en fait. Donc, après, ça c'est... Un autre sujet qu'on va certainement programmer un de ces quatre, et je suis convaincu que tu accepteras à nouveau notre invitation pour ce sujet. Avec plaisir. Tu as beaucoup voyagé, c'est ce que tu nous racontais aussi, et bon, évidemment, cette passion, comment... Oui, alors ça c'est des voyages loisirs, en fait. Ouais, j'ai pas mal voyagé, surtout j'aime bien partir longtemps et un peu décrocher, quoi. Mais ça, depuis tout jeune, dès que j'ai eu 18 ans, je pouvais quitter le territoire. On a motivé. Il y a tout ce petit vilain canard qui se barre très vite. Plus vilain, mais non, je reviens. Mais... non, je suis parti. Le premier voyage que j'avais fait de Belon, c'était en Afrique. On était parti avec une voiture avec des 305 là, qu'on avait avec des potes. Là. On avait 3 copecs en poche et on est parti. Moi, je me suis arrêté au Mali, mais ils ont continué après. Moi, j'étais obligé de rentrer. Et eux, ils ont continué jusqu'au Bénin. Bon, la voiture a rendu l'âme, je crois. Au Burkina Faso, je crois. Mais... c'était une chouette aventure, quoi. Et puis, une fois qu'on y goûte, c'est sans retour. C'est ça. C'est ça qui est merveilleux dans le voyage. C'est un peu grisant de se sentir partir et puis... et puis de l'inconnu, l'absolu inconnu, c'est ce qui fait tout le voyage. L'inconnu et la découverte, la magie du voyage. C'est ça, bien sûr. En fait, je sais pas si c'est que quand tu es dans des soucis personnels, la tête dans le guidon, le quotidien. Tu arrives pas à plus avoir cette magie. Ou très difficilement, tu te fermes pas mal, même si tu restes ouvert. Et des fois, dans le voyage, il y a des choses extraordinaires qui se passent. En soi, déjà, En soi, mais avec les autres. Avec les autres, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la magie du voyage. Et j'ai même lu une chose récemment sur un carnet de voyage récemment. Là. Un truc, le genre de truc dingue qui se passe en voyage et où tu te dis, si tu veux y retourner. Des rencontres de fous, ou des coups de chance improbables. Voilà. T'as une anecdote particulière? Là, je peux raconter l'histoire de ce que j'avais lu. Là. Donc, dans ce carnet de voyage, ils avaient fait un livre, c'était des jeunes qui avaient voyagé, toute une équipe là, à vélo qui était partie et puis qui avait fait du cirque. Donc j'étais parti 2 ans, je crois, ou 3 ans. Enfin, un voyage de dingue. Donc il y a une Espagnole à un moment donné qu'ils ont croisé, qui partait avec eux à vélo, qui raconte qu'ils étaient c'était en Amérique du Sud, je crois, je suis en Colombie. Et ils étaient à côté d'un volcan. Et le soir, ils font une fête et ils font une fresque géante. Et alors, ils se dessinent sur le mur, et puis ils dessinent un gars avec un lapin. Et derrière, ils dessinent le volcan qui est éteint depuis de nombreuses années, en éruption. Sauf que le lendemain, ils vont faire une balade sur les flancs du volcan.
Ils se baladent sur les flancs du volcan, ils redescendent, ils reprennent la Jeep pour retourner au village d'à côté, qui est quand même un peu loin du volcan. Et le soir, donc pareil, ils se retrouvent à faire une bouffe, puis il y a un gars qui arrive avec un lapin dans les mains. Un lapin blanc, sur la fresque. Et à un moment donné, ils font une photo devant le volcan. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le volcan rentre en éruption. Ah là là. C'est un truc de fou quand même. Ouais. Et donc, ils se sont retrouvés en face de leur fresque, en vrai. Ouais. Et tu dis, c'est pas possible. Ouais. Il y a des trucs de fou. Quoi. C'est un scénario intéressant. Ouais, non, mais je veux bien le croire parce que moi, il m'est arrivé des fois des trucs de dingue. Un jour, j'étais paumé, un autre voyage en stop là, au Québec. Mais vraiment paumé à un endroit au bord d'une falaise en Gaspésie. Quand tu au Québec, il n'y a pas une grande densité de population. Tu vois. Oui. Donc il y avait un vieux qui habitait là qui m'avait dit tu peux dormir dans mon champ. On se met avec. Mais attention, il y a une tempête. Bon, nous on dit bon, une tempête, c'est bon. On était quand même loin de la falaise. Ouais. Sauf qu'il y a eu une tempête de fou. Là. On était au bord de la mer donc. Et dans la nuit, on a cru qu'on allait s'envoler avec mon pote. De la pluie, un vent de dingue, genre de tempête que tu peux avoir au bord de la mer, de l'océan. Bon, je suis pas natif de là, donc j'avais pas capté. Donc je sors de la tente s'envole avec mon pote, pour te dire. On l'attend, et là je vois deux gars arriver, ils nous aident, ils affalent la tente et tout ça. Et qu'est-ce que vous faites là? On dormait près du bois là-bas. Ah bon, ok. Mais t'es français toi, non? Oui, je suis français. Okay. Puis on discute 2 minutes, puis il me dit, mais t'es le frère à Calou? Je fais, oui, ma soeur s'appelle Calou, mais Calou de Mérieux. Oui. Ah, mais je suis un pote à. Alors, je voyais rien dans la nuit, il avait la capuche. J'ai jamais pu retrouver qui c'était. J'ai demandé à ma soeur. Impossible, j'ai demandé à tous ses potes, je sais pas qui c'est. Mais c'était un pote à ma soeur qui m'a aidé à affaler la tente, à nous mettre à l'abri. Le lendemain, il était déjà parti quand on s'est réveillé. Voilà. Je dis, mais la probabilité que tu rencontres quelqu'un qui connaît ta sœur, à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, C'est ce qui fait que c'est extraordinaire, bien sûr. Donc bon, j'en ai des tonnes. Ah bah oui, on en a tous une. Ouais. On a tous une fois, enfin plus une fois. Je pense que t'as l'impression qu'il y a les fils du destin qui se tissent, puis qui s'entremêlent. Ouais. Bon, c'est un peu de la magie. Et en fait, c'est en les tirant, sur le voyage, l'idée de partir loin. C'est en tenant un peu ces fils comme ça qu'on se dit, ben ça c'est beau, parce que quand ils sont tendus, ils offrent quelque chose. Des oiseaux peuvent s'y poser, tu vois, des trucs improbables. Là, c'est ça. Le chant des montagnes, donc c'est ton premier roman. Alors voilà, on a une question qu'on pose inévitablement, comme ça, quelqu'un qui écrit. Mais comment vient l'inspiration pour son premier livre? Est-ce que c'était une idée que tu entretenais, et hop, c'est venu comme ça ou... Alors pas du tout. C'est assez étrange, le chant des montagnes, parce que j'avais jamais écrit de choses avant. Ouais. Enfin, j'avais pas fait de roman, ni d'écrit. Et l'inspiration du scénario m'est venue parce qu'on est parti avec un collègue dans les Monges, marcher 4 jours. Donc, je sais pas les Monges, c'est entre Sisteron et Digne, c'est un très beau massif, très sauvage, qui est un peu mystérieux, parce qu'il y a quand même plein d'endroits qui sont quand même assez étranges, justement. Et plein d'histoires, du coup. Plein d'histoires aussi, une histoire très riche, bon, même si maintenant le pays dinois est très dépeuplé. Mais... Et on a dormi. Il n'en reste pas moins, du coup, qui reste magnifique. Oui, très magnifique. Il y a moins de monde dedans. Et du coup, on a dormi dans une cabane. Et puis, c'est un soir, en observant la vallée, donc je voyais le pic de l'Estro qui était en face, là, caché par un nuage. J'avais l'impression que la montagne était énorme, beaucoup plus haute que ce qu'elle est. Je crois que il fait même pas 3000 mètres, je crois, mais là, on avait l'impression qu'il en faisait 7 ou 8000 mètres. Et puis, cette vallée où on voyait rien, à part une toute petite lueur, là, probablement une ferme au fond. Là. Et l'inspiration m'est venue le lendemain en randonnant aussi. Et le scénario s'est construit dans ma tête. Et le soir, il fallait absolument que je couche ça par écrit. Une fièvre de l'écriture. Et elle ne m'a pas quitté jusqu'à que je le couche par écrit, ce qui m'a pris 3 mois à peu près. Donc pendant 3 mois, tu as pensé à cette image. 3 mois, je suis resté sur le scénario et... Tu as écrit le scénario? Et il fallait, voilà. Alors bon, il s'est étoffé un petit peu, mais... Bien sûr, ça va. Mais globalement, le scénario était... Le premier jet était là. Quoi. Était là, ouais. Après, j'ai découvert... Alors ça donne énormément de plaisir d'écrire. Ouais, c'est très très agréable. Après, j'ai découvert la partie difficile du travail, c'est la relecture. Et la
correction. Il en manquerait Et d'ailleurs. puis le fait est qu'on a toujours... Il y a encore des boulettes dans le Oh, manuscrit. mais toujours. Il y a toujours des coquilles. Même dans les livres lus et relus et relus, même des plus grands auteurs, il y a toujours une coquille. Qu'elle soit de la volonté de l'auteur ou à défaut de l'éditeur derrière, c'est toujours comme ça. Mais c'est ce qui fait aussi le plaisir de lire certains livres. Tu les vois plus authentiques avec une coquille. C'est vrai. Ah, mais complètement. C'est qu'ils sortent vraiment de quelque part. C'est pas l'automatisme d'une machine qui est tout est retranscrit comme ça. Si on y arrive. Hein. Maintenant, on va voir des livres écrits par des machines. C'est ça, ouais. J'avais fait le test, moi, pour voir. J'avais été curieux. Avec, comment c'est, le chatbot, c'est ça, là, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Et je lui dis, tiens, mets-moi l'histoire, quoi. Et je lui donne 4 éléments. Et c'est impressionnant, hein, du coup. Elle te sort 6 pages. Tu sors une histoire. Ouais. Voilà. À toi, tu as l'histoire, tu peux redévelopper pour arrondir les trucs, mais c'est vraiment effrayant. En moins de 10 secondes, tu as un livre. Voilà. Un livre. Et voilà, la syntaxe, c'était un petit peu à revoir, ça, tu réponds comme un robot, quoi, mais heureusement qu'on a encore ça. Heureusement qu'on a encore ça et qu'on a encore la coquille qui rappelle aussi la réalité. Quand on écrit un livre de fiction, c'est bien de se dire qu'on est quand même un peu... Ce livre sert à faire rêver, justement. Mais tu as développé une méthodologie d'écriture propre à ton œuvre, parce que du coup, tu sais, c'était ton premier livre, vraiment, tu découvrais du coup la discipline d'écrire pour le coup. Ouais. Non, j'ai pas développé de méthodologie particulière. T'as procédé comment, du coup, à peu près? Donc, t'as eu cette image. Ça aussi, c'est assez mystérieux, c'est parce que on est tous inspirés par quelque chose quand on écrit, mais pourquoi? Est-ce que t'as pu t'expliquer pourquoi ce paysage Alors, il y a eu ce paysage, il y a eu les lectures aussi dans cette cabane, parce qu'il y avait des livres. Ouais. Et du coup, qui ont influencé, parce que tu lis le livre avant de voir le paysage ou tu vois le paysage et tu lis le livre? Non, mais c'était un ensemble. Un ensemble, d'accord, ça se passait, ça s'est passé. Un ensemble, il y avait des écrits politiques dans cette cabane, et historiques, oui, qui étaient assez intéressants. Et du coup, ça a embrayé sur une discussion avec Rémi, là. Donc l'ami avec qui j'étais. Et c'est vrai qu'après, tu te dis, ah oui, mais en fait, hop, l'esprit divague, et puis tu commences à penser à un scénario. Bon, après, j'ai fait des schémas. Je sais pas comment font les auteurs. Moi, j'ai commencé à faire des schémas, des flèches, des personnages qui interagissent. Oui, c'est ça. Chacun sa méthode, ouais, c'est ça. Voilà, donc je me suis retrouvé la biographie fictive. J'ai fait des tonnes de gribouillis partout. Mon pote se demandait ce que je faisais. L'écriture en elle-même, je l'ai fait après, à partir de ça, une fois que j'avais le scénario, le squelette du scénario. Le squelette du scénar, tu l'as là-bas, pendant ce voyage. C'est vraiment, c'est vraiment, on a tous, c'est très intéressant. Tu les as encore, ces bouts de papier, ces manuscrits, bien sûr? Non, je ne dommage. les ai pas gardés. Je les ai pas gardés parce que c'est vrai qu'ils m'ont échappé. Bon, j'ai des enfants, je pense que ça a fini en brouillon. Après, j'ai lâché l'affaire de perdre. Je me suis concentré sur ce qu'il ne fallait pas perdre. Voilà. Et c'est vrai que les premiers brouillons, non, je les ai perdus. Mais c'est vrai que c'est... Après, quand tu marches aussi, c'est pareil pour faire du vélo. Quand tu fais un sport de fond, tu as de l'endorphine qui arrive dans ton corps. Et cette endorphine, elle a la facilité à rêver, quoi. Ça t'aide à comment dire... On va faire une pause 2 secondes. On a un mariage. Et même si on est les deux, le vitrage... Ça passe. Ah, ça y est. Parfois, t'es en retard. C'est le jour des mariages, le samedi. C'est pas faux, le samedi, Bon. Donc, du coup, t'as pas conservé ces... c'est vrai que... dans mon exemple, j'en ai une paire, j'ai des dossiers entiers, des feuilles. Je reprends ce que j'ai déjà écrit parce que je suis convaincu de ne pas l'avoir fait. Puis sur ça. Et après, cette rando, elle a eu lieu en 2019, en octobre. Fin octobre 2019. Et évidemment, ce qui est arrivé en janvier-février 2020 m'a bien aidé à remettre la Covid. Le Covid et le confinement, évidemment, ça a donné beaucoup de temps pour relire le livre. Ça a été l'occasion pour beaucoup d'auteurs de se révéler, c'est sûr. Oui, il y a eu énormément d'écrits. Ah oui, à fond. La BNF, elle était dans le jus complet, je crois. On le sait. C'est bien, ça veut dire que la France, c'est un pays de lecteurs et d'écrivains. Et puis surtout d'auteurs. C'est vrai que c'était la meilleure occasion. Pour beaucoup, c'était
un exutoire nécessaire. C'est Solitude imposée, à défaut, puis à défaut même partagée avec quelqu'un, c'est quelque chose quand même. Ils sont contents de ne pas être seuls, mais quand même bien contents parfois d'avoir ton petit coin à toi. Donc, écrire, c'est salvateur. Évidemment. L'écriture, c'est un des meilleurs médicaments au monde. C'est sûr, clairement. Combien de temps, du coup, finalement, tu mets pour le pondre, ce premier bouquin? En plus, c'est un joli livre. Hein, on n'est pas sur une nouvelle. Le bouquin a été écrit au début du confinement. Mais par contre, il n'était pas corrigé. Il y a eu énormément de corrections. Il y avait des boulettes, enfin des gros, même plus que des boulettes, il y avait des failles dans le scénario. Des trucs qui n'allaient pas. Oui, c'est ça. Le détail du lieu qu'il faut rappeler à tel endroit, le nom et le prénom, les dates, les heures, le temps, bien sûr, tout ce qui fait un décor de livre finalement. Et puis des indices, des choses qui laissent le lecteur deviner la fin avant, donc. Tout en lui laissant quand même le doute sur cette fin, c'est important. Voilà. On ne sait pas si ça se termine comme ça. Donc c'est pas évident après aussi, tu as la structure, et puis après tu as énormément de relectures à faire avec des fautes d'orthographe. C'est secondaire. L'idée en même temps, c'est. Ah, bien sûr que oui. Et ça t'a plu? C'est un truc que tu aimerais reproduire, revivre? Oui, là j'ai écrit 2-3 nouvelles depuis. Et des nouvelles qui sont dans le même domaine, un peu dans la fiction, ou quelque chose d'un peu plus proche de Les nouvelles que j'ai écrites, c'était des fictions. Aussi, d'accord. Ouais. Et là je pense que je vais réécrire. Alors, du coup, je reviens sur une question qui t'a été posée par Sarah l'année dernière, et par Alexandra, qui est normale d'ailleurs. Ira-t-il, et c'est pas particulièrement, mais ne serait-ce que pour être connu, ne serait-ce que parce que je connais le livre du coup, ira-t-il une suite? Est-ce que tu t'avais dit que tu y réfléchissais, etc. Alors, ça fait un an, non, un peu plus. Non, je pense pas. T'as bien raison. Je pense pas donc il y aura de suite, parce que le livre n'a pas été conçu pour faire une suite. Après, c'est vrai qu'il y a une fin qui est un peu ouverte. Après, c'est ça qui est intéressant. Le débat qu'on a eu pour les quelques minutes, en tout cas, de débat qu'il y a pu avoir l'année dernière au micro, c'était qu'en effet, parfois, on laisse l'imagination inventer la suite. C'est ce qui fait qu'on se souvient d'un livre déjà, en plus de ça. Parce que du coup, on peut s'en imaginer tellement de suite à ça. Avec donc l'opposition qui disait, oui, mais du coup, c'est vrai que quand la fin est clairement ouverte à une possibilité de suite, du coup, on attend que ça. Et du coup, on s'empêche d'imaginer une suite. Ou alors, à défaut, inévitablement, on le fait, en fait, parce que du coup, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais non, Le Chant des montagnes n'a pas de suite, clairement. Non, je pense que c'est un scénario... Mais utiliser le monde du Chant des montagnes... Ça, c'est possible. Pour d'autres aventures, par exemple. Après, j'avais eu l'idée à un moment donné d'écrire des nouvelles de la vallée perdue. Donc il y a une carte qu'on pourra mettre, qu'on publiera sur le site internet. Patrick a dessiné une carte donc, du monde du Chant des montagnes. Vous allez voir, vraiment génial. On s'y croirait, on peut voir le trajet de nos personnages. Je l'ai lu quand j'étais ado, mais quand j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, j'avais adoré la carte. Ah oui, elle est extraordinaire. Les cartes de Tolkien qu'il dessinait lui-même. Il avait un sacré coup de plume de loin. Ah oui, puis lui, il a créé un monde. C'est plus quelques mois, c'est des années. C'est une vie. C'est une vie entière. C'est toute son œuvre. Bon, là, on n'est pas dans l'heroic fantasy, mais effectivement. On va revenir. On va se faire une petite pause musicale avec Sophie Hunger qui reprend donc Le vent nous portera, Le Noir Désir. Et on va revenir après un peu plus dans le détail du bouquin. Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Dans Message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à le vent l'emportera.
disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies. Et mon tapis volant, le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destin en nous posant, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon nom des poussières de toi. Le vent les portera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Tous les derniers mardis du mois à 20h, Contre-Culture Vue du Buëch s'invite dans votre salon. Installez-vous confortablement et venez agiter vos neurones en compagnie de Scott Holmquist et de ses invités. C'est tous les derniers mardis du mois à 20h et c'est sur KTB Radio. De retour sur KTB Radio dans l'émission Les autres pour n'importe quoi. La bibliothèque de KTB Libre, pardon, on avait changé le titre plein de fois. Avec Patrick Aliou qui donc nous parle de son livre sorti l'année dernière chez KTB Radio, chez KTB Libre, excusez-moi décidément, Le chant des montagnes. Je reviens sur, on rentre un peu vraiment là dans le fond du livre. Avec tous ces détails qu'il faut dans ta personne, on retrouve clairement dans ton personnage, tu as choisi une héroïne. Ouais. Pourquoi choisir une femme? Alors pourquoi j'ai choisi une héroïne? C'est marrant parce que cette question me l'a posée vachement. Ça doit être. Je sais pas si c'est. Mais, en fait, je pense que dans ce que j'expliquais dans ma question, c'est. Est-ce que c'était pour la difficulté d'écriture, peut-être? Le fait de penser un peu comme une femme, du coup, une héroïne? Pas du tout. Mais ouais, penser comme une femme. En plus, j'ai écrit je. Je pense que si je le réécrivais maintenant, je tomberais pas dans le piège. Ouais. J'aurais écrit à la troisième personne. Ouais. Parce que c'est assez difficile quand tu écris je. Du coup, des fois tu te laisses aller dans le flow de l'écriture et tu es un homme. Enfin, je suis un homme, donc je pense comme un homme. Et du coup, il a fallu reprendre des passages. J'ai fait lire à des femmes pour me dire non, là, ça va pas. Il y a eu une analyse quand même. Oui, derrière, je l'ai fait lire. Toi, pourquoi, par exemple? Pour le comportement que je devais avoir ou des éléments comme ça de déjà, des fautes d'orthographe. Oui. Quand tu oublies les E, et puis oui, des fois des attitudes, on m'a dit non, c'est pas possible, non. Ça c'est vraiment, on voit trop que c'est un mec qui pense comme ça. Ok.
Ah, c'est bien qu'il y ait un tour. Oui, voilà. Bon, après, Surtout dans le monde. ça doit se voir encore, hein, je pense. Alors, pourquoi j'ai choisi une femme c'est pas par féminisme exacerbé, c'est pas parce que je me sens femme à l'intérieur de moi, peut-être, hein, mais On a tous. oui, on a tous une part de femme en nous, mais heureusement, de féminité. Mais c'est surtout parce que bon, le personnage, bon, on fait des bouquins. Je voulais pas que ce soit. Elle vit quelque chose de difficile, niveau sportivement, niveau mentalement. Et je voulais pas entre guillemets d'un Rambo, quoi. De quelqu'un qui soit là. Voilà, c'était le personnage que je voulais éviter. Un robot, c'est-à-dire quelqu'un qui. Ou le MacGyver, enfin, tu vois, le héros, il est beau, il a les muscles, ils sont bons, les sables de chaud, il a les muscles saillants, il réussit tout. Je voulais quelqu'un de fragile, de vulnérable, à la fois pas tant que ça, on le voit dans le livre, mais voilà, qui a un peu les deux facettes, qui a une approche féminine de la chose, justement, par rapport à la violence. Le bouquin parle un peu de la violence, de l'action violente. Je voulais éviter, voilà, de tomber sur le travers finalement d'avoir un bouquin qui soit essentiellement masculin. Voilà, c'est ça, le stéréotype du héros, pardon, qui... je donne un exemple d'un autre auteur que j'aime beaucoup, là, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, je t'en parlais. Je viens de lire La zone du dehors de Damasio, Alain Damasio, qui est son premier livre, donc qui a été réédité, il a repris le scénario. Je l'ai trouvé génial, scénario de science-fiction super, hein. Ouais. Mais si j'avais une critique à faire, bon, elle a été écrite il y a longtemps du coup. Je sais pas quel âge a Damasio, il doit avoir un peu plus âgé que moi, je pense qu'il a entre 55 ans. Là, c'est cru, ça se voit le manque de personnages féminins. Ouais. Et le personnage, le héros, finalement à un moment donné tu te dis bon, le super mec, tu vois, c'est un peu trop le super mec. Il y a des thèmes et des influences, des modes dans certaines littératures. Donc, le Che Guevara des étoiles, quoi. Et voilà, donc voilà. Si j'avais une critique à faire, ça serait ça. Mais après, bon, j'adore ce livre, j'adore cet auteur, hein, c'est pas une critique. Oui. Et puis il faut me remettre dans le contexte d'il y a 30 ans. Bien sûr, c'est pas la même géopolitique, sociale, évidemment. Ouais. Et puis ce qui plaisait, surtout comme toutes les œuvres, elles ont une influence. Oui, je pense pas qu'on lui ait fait un procès. Non, je ne suis pas sûr. Du coup, voilà, en comparatif, dans ce personnage, femme, on retrouve malgré tout énormément de toi. Alors, sans en dévoiler plus, on va revenir sur des extraits juste après. On retrouve beaucoup de toi dans ce livre, dans son comportement. Entre autres, on y reviendra en fin d'émission, elle fait ce voyage assez extraordinaire en vélo. Alors, c'était venu comment? C'était prévu, le fait de la mettre en vélo durant une partie de ce livre Oui, parce que je voulais que ce soit un livre de voyage, déjà. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai du mal maintenant à concevoir de voyager autrement. J'en suis arrivé à ce point-là. Pourtant, je fais pas du vélo plus que ça, hein. Je fais un peu de vélo de montagne, je me sers un peu de mon vélo pour aller faire 3 courses. Je ne suis pas du tout le fan de la petite reine qui a 5 ans de vélo et qui va faire 150 km dans le week-end. Mais par contre, je trouve que le vélo, c'est vraiment... il faut... De toute façon, les gens le disent, hein, quand il y a un magazine très bien dans les Hautes-Alpes qui est édité au niveau national, là, qui s'appelle Carnet d'aventure, qui est dédié au voyage naturel. Il y a beaucoup de voyages à vélo. Les gens expriment toujours, ça donne un sentiment de liberté extraordinaire, de pouvoir avancer aussi vite avec la force juste de tes jambes, et d'aller partout, de traverser toutes les frontières, parce que c'est considéré comme un bagage dans le droit international. C'est pas un véhicule. Et à la fois, au bout d'un moment, tu as cette endorphine qui arrive, tu te sens bien en fait. C'est quelque chose qui te met bien dans ta tête et dans ton corps, et qui te donne un sentiment d'une grande liberté. Donc j'avais envie de faire ressentir ça au lecteur, cette liberté, et puis surtout, tu t'affranchis un petit peu de certaines règles. Et tous, hein, on l'a quand on croise d'autres cyclistes à vélo, parce qu'il y a une grande solidarité dans les voyageurs à vélo. Peut-être une solidarité qui n'existe plus tant que ça chez les motards, mais qui existe dans les années 60, dans les premières motos, où vraiment on se connaît, on sympathise tout de suite, on se connaît, on raconte nos aventures, on se donne nos combines. Le groupe social qui s'identifie. Hein. Donc il y a des réseaux sociaux dédiés et tout ça. Et on partage tous cette liberté, et puis cet affranchissement des règles, de certaines règles,
Ne serait-ce que une chose toute bête. En vélo, tu es obligé d'avoir ce qu'il faut pour camper dehors, et tu vas pas te poser la question de te dire est-ce que c'est possible de dormir, de faire du camping sauvage. Tu vas dire non, là j'arrive, il fait nuit, c'est trop dangereux, je suis fatigué, je me suis fait mal, j'ai crevé, tu dors là. Et puis... Donc toutes ces connaissances comme ça du voyage en vélo dans des conditions parfois compliquées s'intègrent évidemment dans ce monde avec ton ami. Voilà, ouais. C'est merveilleux. Oui, tous les héros des livres sont généralement aussi inspirés de ce qu'ont vécu leurs créateurs. Bien sûr. Ouais. Il y en a, j'ai eu une critique, c'est marrant, j'ai fait une critique, un retour, un collègue, un ami qui a des bouquins, qui m'a dit non, elle mange tout le temps. Je dis oui, mais en fait, je crois que quand tu pédales, vu que c'est ton carburant, en fait, la nourriture commence à avoir un rôle hyper important. C'est ton essence. C'est ton essence. Donc, quelque part, tu manges, tous les aliments ont un goût exacerbé, il faut vraiment. Et puis, ton corps a des besoins pour arriver à faire ça. Donc la nourriture, et puis le ravitaillement, tu peux pas porter pour 4 jours de bouffe, donc c'est trop lourd. Ouais. Voilà. Et puis bon, surtout quand tu t'aventures dans des terrains ou des pistes qui sont plus des routes goudronnées, parce que ça arrive des fois, comme dans ce livre. On va lire un extrait, on va entendre un extrait plutôt, et avant de rebondir vraiment dans la profondeur du livre, de ce qui pourrait peut-être engager vraiment le thème, la dystopie et l'utopie finalement. Oui. Mais là, on va partir sur un extrait que moi j'ai adoré, et qui dépeint un paysage. Et on va revenir un peu sur ça. À la faible lueur de mon phare, je remontais donc sur la route principale, en suivant la piste de la maison de pierre, serpentant à travers une étrange forêt de pins. Il ne pleuvait plus, mais il y avait beaucoup de vent. Les arbres étaient agités de tremblements violents lorsque les rafales s'intensifiaient. J'entendais les craquements des branches et les bruits d'épines de pin tombant au sol. Je commençais à avoir peur. Je craignais d'être assommé par la chute d'un arbre à tout instant. Sans m'en rendre compte, j'accélérais. J'arrivais au croisement avec la route principale épuisée, autant physiquement que moralement. Même si mon parcours d'aujourd'hui n'était que d'une centaine de kilomètres, principalement en descente, je ne me sentais plus capable d'y arriver. Je fis une courte pause et mangeai quelques noix au miel pour me redonner du courage. Quelle idée de folle de passer par cette vallée en cette saison. Ce n'était pas pour rien que Pierre m'avait parlé de période des tempêtes. De là où je m'étais arrêtée, je pouvais voir l'aube poindre dans la vallée en contrebas. Le spectacle était merveilleux. Les vallées étaient situées au cœur de la grande chaîne du Tartas, dont les très hauts sommets couverts encore de glaciers et de neiges éternelles constituaient une frontière naturelle spectaculaire entre l'Ouestistan et l'Estistan. C'était une région montagneuse très isolée que peu de routes permettaient de franchir, via des cols de hautes altitudes, à l'ouverture toujours incertaine. Depuis toujours, la nature y était reine et ses sombres forêts, ses pics acérés et ses gorges vertigineuses avaient inspiré les plus célèbres contes et légendes du continent. Les hommes y avaient toujours vécu difficilement et la nature leur avait forgé un caractère d'indépendance bien trempé. Même si mon père m'avait aidé dans mon choix, j'étais depuis toujours fascinée par cette région. J'allais enfin étancher ma curiosité en la visitant. Une joie sereine m'envahit soudain en contemplant ce magnifique paysage qui s'étendait devant moi. La vallée était certainement la plus perdue du massif de la neige, dont le sommet éponyme était l'un des points culminants de la chaîne. Autrefois, son glacier était le plus gros du continent. Il était la source de plusieurs fleuves. Bien qu'amputé aux 3/4, il était encore imposant, et sa présence y créait un microclimat froid et humide. D'où je me tenais, j'apercevais le fameux glacier luire sous la pyramide noire du pic des neiges. Plusieurs sommets d'altitude plus modestes lui faisaient une haie d'honneur. Au milieu de cet écrin, seule brèche visible dans le paysage, une petite entaille dans la montagne attirait mon attention. Le col de l'eau sec, peut-être. Voilà. Qu'est-ce que ce paysage qui décrit, du coup, voilà, elle arrive donc sur
On vient de quitter la maison de Pierre, dans le contexte, et elle découvre ce paysage. Ouais. Comment toi est-ce que c'est le paysage par exemple qui a inspiré ce livre, ce paysage que tu décris à un moment Le paysage, il a été inspiré par la vision que j'avais quand j'ai eu l'inspiration du livre. Ouais. Mais il est inspiré aussi par mes voyages parce que C'est un mix. C'est un mix, ouais, c'est c'est un mix. Très Ouais. glacier, parce que c'est extraordinaire cette vallée lointaine, Ouais. perdue, et qui, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, comme ça, alors que dans ce contexte-là, elles se sentent un peu seules, il n'y a plus, voilà, bon, enfin, elle découvre ce paysage qui subitement lui la revigore à fond. Ouais, c'est ça. Oui, elle a subi une déconvenue, ses plans sont bouleversés, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle est seule, Voilà. complètement On seule. lui a toujours parlé de cet endroit, elle l'a fantasmé et elle arrive et elle le découvre pour la première fois. Et... Dans le pire des contextes où elle voit rien, Voilà. il pleut, et là, du coup, l'émerveillement. C'est l'émerveillement, ouais. Et Ça, ça, c'est quelque chose que tu as dû voir oui. un nombre de fois incroyable. Ouais. Tant d'ailleurs encore de ton Ouais. métier que de ton voyage. Ouais, surtout en voyage à vélo. Ouais. Dans le voyage à vélo, parce que bon, aussi c'est vrai que tu as l'effort, c'est sûr, tu as l'endorphine, et quand tu arrives en haut, des fois, tout est plus beau. Mais ce livre, bon, il y a une origine aussi, il y a des mélanges d'influences de voyage à l'étranger, notamment dans le Caucase. Oui, c'est vrai que tu. Il y a quelques références, voilà. Et le c'est vrai que Westistan et l'Estistan, c'est très. Ouais. C'est très. J'ai pensé à la Géorgie où je suis allé. Où d'ailleurs, je vais retourner dans pas très longtemps, puisqu'on a prévu un voyage dans l'Estistan. On part en fin de semaine pour 2 longs mois, toujours à vélo. Et c'est vrai que la Géorgie, c'est un pays qui m'a marqué. Et le Caucase notamment, qui est assez impressionnant. C'est les Alpes en plus grand, c'est pas l'Himalaya, mais c'est encore autre chose, quoi. Et puis au niveau culturel, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, c'est un mélange de peuples de dingue, de culture, de langue, de nourriture. Donc, et ce livre, j'y ai pensé pas mal, puisque bon, en plus il y a des références vraiment à des paysages. à des paysages, à des contes, à des légendes du Caucase. Est-ce que, sans en dire plus toujours, ça parle d'une légende là-dedans, évidemment, Ouais. il y a ce côté très mystère, une légende donc, qui descendait du Moyen-Âge. Mais alors, avant d'aller plus loin dans cette question, est-ce qu'on peut dater un peu à quelle époque ça se passe exactement par rapport à notre ère? Alors, le livre ou la légende? Le livre, l'histoire du livre. Le livre, ça serait une dystopie qui se passerait dans un futur proche, même très proche, hein, puisqu'il y a des choses qui sont déjà actées, donc ça va très très vite. Ouais. Je dirais que oui. On est en 2023, ça se passerait 2040. Ah oui, d'accord, c'est vraiment très très à côté. En effet, ouais. 2030-2040. Mais bon, j'ai volontairement brouillé les pistes avec mes Estistans, mes Ouestistans, Nordistans, Sudistans, et j'ai voulu créer voilà, une bulle d'imaginaire parce que c'est compliqué d'écrire sur des choses réelles. Ouais. Et quand elles sont réelles, dans le temps, et qu'il faille les modifier pour inventer finalement. Voilà. Parce que sinon c'est une réalité. Voilà. Les anticipations, beaucoup, parce que c'est un peu le cas. Parce que il y avait cette. Quand tu as repris tes premiers textes, tes premiers brouillons, en partant comme ça dans la fantaisie, en ayant peut-être en tête l'idée que ça se passait vraiment très prochainement, en fait, dans 20 ans, avec ce qu'on sait, nous, aujourd'hui, de ce qu'on risque d'être témoin d'ici une vingtaine d'années par l'écologie, par la condition même et son comportement. Est-ce qu'il y avait peut-être une volonté dans cette écriture d'alarmer, en fait? Oui, il y a clairement un volet politique au livre, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Parce que donc, c'est une utopie aussi. Moi j'avais fait ce petit rapprochement avec l'utopie, ne serait-ce que par ton discours là je pense cette liberté d'être, le fait est peut-être que le monde serait peut-être meilleur sans voiture, l'idée d'avoir des véhicules et des moyens de locomotion qui sont mille fois plus agréables en fait, une carcasse de métal, entre autres, ce qui fait définir l'utopie en fait dans le monde dans lequel elle vit, parce que bon, elle vit comme dans des mondes, ça va, il y a toujours une part d'ombre. Elle s'y retrouve malgré elle, mais... disons que c'est...
je crois profondément en l'humain et je pense qu'on s'en sortira si on se retrouve les uns les autres. Ouais. Et qu'on repart sur alors pas une collectivisation au sens communiste du terme, mais plus un mode de fonctionnement collectiviste assumé, peut-être un peu plus libertaire en fait, sans vraiment une direction qui nous chapeaute au-dessus et que chacun reprenne L'idéologie. oui, que reprenne son destin en main et qu'on s'entraide, quoi. Sinon, quand on voit tous les défis auxquels on va être confrontés, si on laisse notre destin aux mains des puissants, je pense qu'on court à la catastrophe. On est bien parti, hélas. Oui, voilà, hélas. C'est à nous de se souvenir qu'on est là. Donc l'utopie, c'est que cette vallée, elle a pris son destin en main. Peut-être parce qu'elle était en marge. Et on l'a un peu oublié. Mais bon, l'histoire se rappelle elle. Voilà. Moi, j'en dirai pas plus. Parce que Faut pas. Non, disons pas. On va revenir de toute manière un extrait un peu plus tard. Donc voilà, je parlais aussi donc cette œuvre traite du conflit. Du coup. Et du coup, est-ce que ça sous-entend une idéologie de laquelle tu veux dénoncer quelque chose ou c'est parce que c'est simplement de la connaissance de la nature humaine, évidemment, comme tu viens de dire juste avant d'ailleurs. Finalement, ma question a déjà ta réponse parce que. Les événements récents qu'il y a eu, on peut en parler, hein, les soulèvements de la terre, Sainte-Soline, c'est finalement que le prémisse de ça. En fait, on a des ressources naturelles qui sont accaparées par certains, qui sont retirées en fait au bénéfice du plus grand nombre. On ne partage pas, on continue dans la même lancée, pour faire continuer la machine. On va aller jusqu'au bout, quoi. On va les grignoter. Je pense pas que ce soit la croissance verte. Déjà, les deux mots qui vont ensemble ne vont pas bien ensemble. Moi, je pense que la seule solution, c'est la décroissance. Et qu'on arrête de consommer comme des malades. Et de surproduire. Il y a une grosse critique à avoir sur les nouvelles technologies qu'on n'a pas. Et voilà, et donc oui, il y a une volonté dans ce livre de dénoncer ça, de dire il faut se réveiller, quoi. Il faut qu'à un moment donné on reprenne en main notre destin et donc je soutiens les soulèvements de la terre pour ça, parce que finalement c'est un mouvement qui est de désobéissance civile et d'ailleurs on le voit, ça crée des vagues. Quand il y a eu les faucheurs volontaires d'OGM il y a une dizaine d'années, on n'a jamais eu d'interdiction, de procès, une armée de flics qui tire des tonnes de grenades contre les faucheurs d'OGM. On appelait ça la désobéissance civile. Là, on a déjà franchi une étape dans la répression de l'État en disant que on n'a plus le droit de faire ça. En fait, il faut qu'on soit des bons élèves. Ça part un peu de ça, contre des populations, une politique qui devient de plus en plus acharnée comme ça, sur ce contrôle, et puis du coup sur l'autorité. Et puis voilà, puis après la violence, l'action violente, voilà, bon, après c'est un débat sur jusqu'où on va, qu'est-ce qu'il y a de limite, en fait, pour arriver à poser une idée prétendument votée, évidemment, et entendue par la population, ce qui n'est pas le cas, surtout quand celle-ci est manifestement majoritaire à l'opposition. Mais ça serait un autre débat aussi. Oui, c'est très long, très voilà, ça ouvre sur. C'est ce qui reste beau, parce que le livre revendique évidemment cette idée qu'il faut impérativement entendre, sur laquelle il faut travailler et étudier. On va relire un extrait, on va passer une musique avant, parce que tu disais il serait peut-être temps de se réveiller, on va passer une musique, parce que du coup tu proposes aussi de Réveillez-vous, de Kenny Arcana. On va se mettre tout de suite et on va revenir sur sur l'utopie qui est à l'intérieur de cette histoire. Alors, ça va bien partir, ça va. L'injustice et la tempête est programmée. Tout va de plus en plus vite, oui la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète, qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, instaure l'état policier. Sors des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvel ordre officieux, terrorisme officiel. Les gains multi pour instaurer la surveillance et la peur. Éteignent ta télé et leurs émissions d'arriérés. Éteignent ta télé avant de finir complètement aliéné.
mission officiale. Métro boulot d'odométrie et fichage. Les rebelles croupis s'entolent. Campagne de disparition, marketing pour qu'on accepte les puces dans le corps. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Peuple du monde et enfants de la terre. Avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, ça peut l'injustice et la tempête est pour bientôt. Peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'état bien concis. Peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Une prison à ciel ouvert, quand le crime est la norme. Quand les frontières deviennent les barricades de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre. Méfie-toi, car les arrestations deviennent des rares. Ils condamnent l'exclu en propageant l'exclusion. Exploitent les plus pauvres avant la case d'expulsion. Font la chasse à l'enfant, des CRS dans les écoles. Wesh, les voiles, les dérange, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, ils ne pourraient plus semer le chaos. Nous on croit pas en leur justice, nous on croit en celle de là-haut. Mon frère, ne perds pas la foi, toi qui n'y crois plus, on a besoin de toi. Ma soeur, on a besoin de toi, réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Peuple du monde et enfants de la terre. Avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, ça peut l'injustice et la tempête a commencé. Avant même le combat, trop de frères ont renoncé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux? Que le soleil disparaisse ou que leurs armées soient des clones. Ère du nucléaire, saccageant la création. Processus établi de déshumanisation. Esprit rempli de subliminal bombardement. Les plus gros médias appartiennent aux usines d'armement. Alors comprendre à quel monde nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où ils brevettent le vivant. La science et la recherche au service de la peur. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus le temps. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Peuple du monde et enfants de la terre. Avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et le système n'est rien sans nous. À nous de reprendre l'espace public, de récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On n'est pas le système en voulant nous détruire. On est le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main. Car les leurs sont pleines de sang, de changeants. On a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et donnons plus nos compétences qu'à Babylone. Donnons-les à la résistance qui est en route. On fait tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde. Que s'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le nombre. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu. De retour sur KTB Radio, dans l'émission... Excusez-moi, la musique a parti toute seule. La bibliothèque de KTB Libre. Avec Patrick avec nous pour son livre Le chant des montagnes. Alors on arrive sur la dernière partie de cette émission. J'avais une petite question que je viens de revoir comme ça. Est-ce que tu as eu des influences particulières dans ta lecture qui ont pu inspirer un petit peu Est-ce que j'ai eu des influences dans ma lecture qui ont un peu influencé à ce moment-là, en dehors de ce que tu as découvert donc, dans cette Non, période, je pense pas, non. Je crois qu'à ce moment-là, je lisais pas de livres dystopie. Ouais. C'était des romans. J'avais pas. Actuellement, je lis des livres finalement qui auraient pu être une influence. Ouais. Mais c'était pas le cas. D'accord. Enfin, je reviens sur un mythe que tu connais, on en avait un peu parlé, donc d'un livre que tu lisais l'année dernière, l'Horizon perdu. Oui. De James Hilton, donc ouais. le Shangri-La du coup, et on y retrouve un peu de ça quand même. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Il y a un petit retour comme ça. Je l'ai lu, je crois 1 an avant ou 2 ans avant, j'ai découvert ce livre. Du coup, j'ai compris d'où venait Shangri-La. Ouais, Shangri-La, c'est le lac qui veut dire col de montagne, du coup, le Shambhala aussi. Ouais. Il était introduit au Occident au XXe siècle. Ouais.
pour différentes cultures. Et c'est vrai qu'on y retrouve beaucoup, un peu de ça, quand même, l'idée d'une terre promise, comme ça, mystérieuse. Oui, voilà, une terre promise mystérieuse, une magie, quelque chose de caché, un petit peu, une vallée cachée. Un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas justement, en ayant peut-être découvert ça dans ton écriture, ou là, ne serait-ce que par l'analyse de moi, même toi, la dernière qui pouvait le sous-entendre, c'est là peut-être qu'il y a cette utopie d'imaginer qu'à un moment ou à un autre, on arrivera à avoir un monde, ça se trouve, ce monde mystérieux, politique, social, mondial existe, qu'on tourne autour depuis toujours. Peut-être, oui, c'est un peu l'utopie du livre, c'est la face, oui, c'est la face utopique et heureusement qu'elle existe, parce que c'est pas qu'une dystopie pure, ça serait très déprimant. La dystopie, hélas, aujourd'hui, pour tous les auteurs qui ont écrit autour de la dystopie, il y a quand même une énorme part de... Je me souviens même encore si j'aurais dû en voir avant. Il y a toujours, hélas, maintenant, des réalités qui se... on peut en citer plein, 1984, oui. Ce qui a été écrit dedans, ça commence sérieusement un peu... au meilleur des mondes. Au meilleur des mondes, évidemment. Ouais. Et là aussi, peut-être, c'est intéressant de voir la manière dont James Hilton reprend comme ça l'horizon perdu, ce monde. Après, Horizon perdu, c'est plus magique, peut-être. Oui, il y a quelque chose de très fantastique. Ouais. Mais il y a aussi de ça dans l'utopie. L'utopie, quand même, c'est quelque chose qui est défini que par une idée. En fait, l'idée, ce serait si bien si le monde dégrandit ça. S'il faisait beau demain, c'est utopique, finalement. Oui, après, l'utopie, là, je ne la détaille pas énormément. Oui. On voit finalement que cette vallée... Elle est entre les lignes. Mais on voit finalement que cette vallée, elle a un système politique qui fait qu'elle a créé un monde, un monde différent et où les gens vivent mieux, finalement, en marge. On va relire un extrait. On va commencer par un beau morceau d'extrait. Vous allez voir, ça va vous mettre dans l'ambiance, pour le coup, à partir du chapitre 4, l'ancienne piste. Est-ce que tu peux juste nous lire un tout petit peu sur ce chapitre-ci ? Tu veux que je commence à lire ? Non, nous en dire un peu plus. Ah oui, nous en dire un peu plus. Ouais. Alors, ça c'est donc quand l'héroïne, je ne sais pas jusqu'où je peux en dire. Par exemple, dans la manière, dans le scénario, est-ce que c'est un bouleversement ? Est-ce qu'on va avoir comment dire, un début de réponse sur ce qui se produit ? Est-ce qu'on en apprend un peu plus peut-être sur le discours politique, par exemple, qui est Alors oui, donc là, elle a rencontré Andrea, donc l'héroïne, après avoir rencontré plusieurs personnes qui la guident un peu dans son objectif de traverser cette vallée. Donc il lui trouve un passage alternatif. D'accord, pour éviter du coup quelque chose qui serait peut-être potentiellement... Puisque la route est bloquée, la route est bloquée pour différentes raisons. Elle n'a pas les autorisations pour passer, il y a une frontière, il faut essayer de passer... on y retrouve beaucoup de toi là. À côté, oui. Il faut essayer de passer à côté. Donc on lui indique un chemin, en contrepartie on lui confie une mission aussi, c'est le début de cette histoire, et donc elle passe avec quelqu'un. Ouais. Donc ce que font beaucoup de migrants finalement, de passer avec un passeur dans la montagne par un autre chemin. Bon là le passeur est une personne qui est très sympa, c'est pas quelqu'un qui va l'arnaquer, et elle se retrouve projetée donc dans cette route inconnue, quoi. On va écouter cet extrait et on revient juste après pour la fin de l'émission. C'est la sonnerie du réveil mécanique prêté par Paul qui m'extire pas de mon rêve. Je tâtonnais dans le noir en essayant désespérément d'arrêter cette machine infernale. C'était bien trop doux pour moi, mais à la 3e tentative, je fis enfin taire cette horreur. Nulle lumière ne filtrait à travers les rideaux. En m'asseyant sur le bord du lit, je souris tristement en mon fort intérieur en pensant à Anna. Que dirait-elle en me voyant désormais si brave au point d'affronter toutes ces aventures ? Peut-être que je trouvais dans son souvenir la force qui me portait désormais. Néanmoins, je n'arrêtais pas de penser à l'enchaînement de tous les événements tragiques qui avaient mené à sa mort. Je fus soudain tirée de mes réflexions morbides par la voix de Paul qui voulait savoir si j'étais levée. Je répondis à travers la porte, puis je me dépêchai de m'habiller.
Je tâtonnais dans le noir pour trouver la lampe à huile. Dans un geste maladroit, je la fis tomber de la table. En jurant entre mes dents, je cherchais alors mon portable qui était resté dans la sacoche que j'avais posée au pied du lit. Je l'extirpai avec satisfaction en pressant sur le bouton de la mise en marche. Heureusement que je ne lui avais pas encore enlevé la batterie. J'entendis la musique de démarrage de l'appareil avant sa voix familière. « Bonjour Andrea, j'espère que tu vas bien. Nous sommes ravis de t'aider à commencer cette journée. Mais avant de continuer, nous devons vérifier ton identité. Merci d'approcher ton visage de l'écran afin qu'il soit compris dans le cercle gris visible. » J'obtempérai à mon assistant virtuel. Contrôle biométrique en cours. Veuillez ne pas bouger, s'il vous plaît. Après quelques secondes, le scan prit fin et l'assistant continua d'une voix qui se voulait plus amicale. Andrea Ciuffi, numéro de citoyen 125 478 5 XAV. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Je dis bien haut et distinctement. Lampe torche. Le plus puissant éclairage LED du portable se mit alors en marche, me permettant de retrouver mes affaires dans la pièce. Alors que j'étais sur le point de sortir, mon assistant virtuel se remit en marche. Je ne détecte aucun réseau, Andrea. C'est très étrange. Je pense que tu devrais quitter cette zone. C'est certainement dangereux. Dès que j'aurai du réseau, je ferai une requête aux autorités pour signaler ce problème de connexion. Un frisson me parcourut l'échine. J'observai le portable posé sur la table. Je l'attrapai et appuyai sur le bouton d'arrêt. « À bientôt, Andrea. N'oublie pas de prendre ton traitement et de me charger. » Je soufflai de lassitude avant de descendre au restaurant. Paul était dans la cuisine en train de me préparer un petit déjeuner. Lorsqu'il me vit, il me dit « Oh, t'as une tête de déterré. T'as du mal dormir ?» Je tâchai de rester évasif. « Non, ça va, mais je veux bien un café serré. » « Désolée, ça sera de la chicorée car nous n'avons plus de café depuis longtemps, comme tu as pu le constater hier. » Je soupirai tristement. « Ok, je comprends, très bien pour une chicorée, si ça peut au moins me décoller les yeux. » Paul comprit qu'il était inutile de continuer à m'importuner avec ces discussions. Je n'étais pas d'humeur et ça se voyait. Il avala son breuvage en faisant la grimace et sortit dehors en refermant soigneusement la porte. Je mangeais mes tartines en silence, éclairé par la lumière blafarde d'une petite lampe à pied. Jamais depuis mon départ je ne m'étais sentie aussi loin de chez moi. À cet instant, j'aurais aimé aller voir mon père et le serrer dans mes bras. Je me donnais du courage en pensant à lui. Et puis, je ne devais pas manquer de respect à la famille de mon hôte, qui, une fois de plus, aidait la mienne. Au bout d'un quart d'heure environ, Paul entrebâilla la porte extérieure du restaurant et siffla discrètement. « Prête ! Ma passeuse est arrivée, il faut faire vite. C'est rare que la gendarmerie passe en pleine nuit dans le village, mais je préfère prendre le moindre risque possible, Andrea. » Je soufflai un discret « Ok » avant d'attraper mes sacoches et de les glisser dehors. Paul se chargea de les amener en direction d'un véhicule garé sur la placette, plongé dans le noir. J'attrapai ensuite mon vélo, que Paul avait garé dans la remise au fond de la salle. Je sortis dehors en poussant ma monture. Du fait de l'absence de lune, l'obscurité était totale. J'aperçus les silhouettes de mes amis et je filai vers eux. Paul, qui venait juste de finir de charger dans le véhicule mes sacoches, attrapa ma bicyclette. Il démonta rapidement la roue avant et glissa le tout dans le coffre. La conductrice était déjà au volant. Paul se retourna vers moi et me prit les épaules, en me faisant la bise. « Tu feras connaissance dans la voiture avec Hélène. Elle est très sympa, tu verras. Bon courage à toi, Andrea. J'espère que tu pourras déposer les messages que je t'ai donnés. C'est très urgent, n'oublie pas. Bonne route. » Je tapotai ma petite sacoche du guidon qui ne me quittait jamais en acquiesçant. Je le remerciai vivement et ouvris la porte de la voiture pour prendre place à côté de la conductrice. Je vis une petite femme d'âge mûr, un peu boulotte, aux cheveux roux qui me souriait en me tendant la main. « Salut, je m'appelle Hélène, bienvenue à bord. » Elle enchaîna. « On s'est croisés l'autre jour, sur la route, en allant au col des batailles. » Effectivement, je me souvenais d'avoir vu cette femme, qui m'avait d'ailleurs salué chaleureusement. J'acquiesçai de la tête en souriant. « Merci pour tout, » ajoutai-je en lui serrant la main. Hélène démarra alors son véhicule. La voiture était spacieuse, mais je ne connaissais pas ce modèle, ni cette marque. En tout cas, elle devait être électrique, car elle ne faisait pratiquement pas de bruit en roulant. Ma passeuse resta silencieuse quelques secondes avant de s'écrier, tandis que nous sortions du village par la route du nord.
Oh putain, excuse-moi, si je suis stressée, mais c'est la première fois que je fais ça. J'ai les jetons, mais c'est très excitant. À partir de là, Hélène n'arrêta plus de parler. Tandis que nous remontions la rivière en suivant la route dominant les gorges, j'étais bercée par son long monologue. J'entendais aussi le bruit de la neige en contrebas. La crue était loin d'être finie apparemment. N'arrivant pas à placer un seul mot, je me contentais d'acquiescer en silence aux paroles de ma conductrice. J'appris ainsi qu'Hélène produisait des denrées et conserves de sa propre ferme, tout en faisant à l'occasion traiteur et pâtissière. Elle livrait des repas à la gendarmerie et aux équipes de Direct Rock Petroleum. Cela lui permettait en outre de glaner quelques informations par-ci, par-là, jeter un œil sur leurs installations et en informer Paul en retour. Comme elle devait justement les livrer ce matin, Paul lui avait demandé de faire cette course un peu particulière. Personne n'aurait pu penser que cette femme bavarde et pragmatique, qui semblait un peu écervelée, jouait ainsi les espionnes et la passeuse. La route s'éloigna de la rivière et pénétra dans la forêt touffue. L'obscurité se fit encore plus pénétrante et nos phares semblaient avoir du mal à la dissiper. J'apercevais au détour des virages les ombres chinoises d'arbres immenses. « Le bois des sorcières !» me dit Hélène en rigolant. « C'est là qu'ils les pendaient au Moyen-Âge. » Elle me regarda alors avec une tête de folle, toute heureuse de croire me faire peur. Soudain, j'aperçus à leur fugacement, du coin de l'œil, une ombre animale sur la route. « Attention sur la route !» criai-je. Hélène, surprise, se concentra immédiatement sur la conduite. « Oh merde, c'est quoi ce truc ?» Un énorme animal quadrupède était en train de traverser rapidement dans nos phares. La voiture se mit à tourner sur la droite. Je compris qu'Hélène avait freiné et tourné le volant en même temps. Je me crispai sur le tableau de bord en anticipant les tonneaux du véhicule. Pourtant, lorsque nous quittâmes la route, en débordant sur le talus à droite, notre véhicule bascula certes un peu, mais resta au final sur ses roues. Nous frappâmes quelques branches et un choc violent accompagné d'un bruit sourd se fit sentir à l'arrière. Nous atterrîmes dans une sorte de clairière et nous glissâmes jusqu'à nous immobiliser enfin. La voiture avait calé et nous étions dans l'obscurité totale. Un hurlement à glacer le sang se fit alors entendre juste derrière nous. Un cri analogue sembla lui répondre, plus loin dans la forêt. Nous n'avions pas touché la bête, il me semble, mais elle était encore tout proche. De retour, on a déjà un peu l'explication du coup sur ce bout de chapitre. Super bien, je pense que tu vas adorer réécouter cette lecture, parce que pour le coup, elle a une sacrée voix, peut-être. Y a-t-il, en dernière question, y a-t-il autre chose qu'on peut lire entre les lignes ? Quelque chose peut-être que tu ne t'attendais pas à trouver, même toi, dans ta propre écriture ? Est-ce qu'on retrouve quelque chose entre les lignes dans ce chapitre Non. Je sais pas si tu vraiment tu trouves entre les lignes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'y ai mis des expériences personnelles, même des personnages que j'ai rencontrés. Bon, c'est les meilleurs de nos personnages. Ouais. C'est les plus faciles. Et oui, c'est peut-être des situations dans lesquelles tu peux te retrouver quand tu te retrouves dans la même situation qu'Andrea, et d'avoir des difficultés à passer à un endroit et de prendre des routes alternatives, guidé par des gens plus ou moins. À qui tu dois faire confiance, ouais. Avec tes risques et périls. À tes risques et périls. Ouais. Mais bon, heureusement, la plupart du temps, l'être humain est bon, Ouais. et tu te retrouves qu'en fait, ces gens-là... Il y a le travail de terrain, l'expérience de terrain nous offre toujours de quoi savoir si c'est bon ou pas. On a le transfeeling. Tu reprends, alors c'est marrant parce que du coup tu écris ce livre d'une héroïne qui part en vélo traverser un monde fantastique du coup, avec donc, des histoires, de l'aventure, de l'action. Et là tu t'apprêtes toi à partir dans une semaine, c'est ça? Un très long voyage en vélo. Dans l'Estistan, oui, justement. Dans l'Estistan, ouais. C'est le cas de le dire. Ouais, on repart, parce qu'on était déjà parti en Asie il y a 6 ans, avec ma famille, donc mes enfants et ma femme. Et là, on repart jusqu'en juin. Donc, itinéraire à peu près? Et bien justement, on va traverser la Turquie, remonter en Géorgie,
aller en Azerbaïdjan, traverser la Caspienne et puis traverser les stans, là, les Kazakhstan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, pour déboucher en Chine, revenir au Pakistan et arriver en Inde. Et d'Inde, vous repartez? Alors en Inde, on a prévu d'y rester un moment et de repartir par le Népal, mais voilà, je sais pas par quelle route, parce que je suis un peu comme Andrea, j'ai un problème de frontières, là. De visa et de frontières. On verra. Il va falloir trouver des passeurs. Mais... Voilà, des passeurs ou des visas, mais ça va pas être simple, donc je sais pas. Puis bon, la géopolitique du monde en ce moment est un peu perturbée. Et... C'est un risque quand même de partir comme ça, quand on connaît, au moins dans cette partie-là du monde. Ouais, c'est calculé parce que c'est pas. Dans cette partie-là, c'est finalement assez calme. Assez calme, ouais. On a évité l'Iran, du coup. Ouais. Est-ce que tu en as parlé déjà un petit peu? Mais... l'Iran, c'est. Je suis déjà allé en Iran. Bon, déjà, c'est un peu problématique quand t'es une femme de voyager en Iran. Donc, ma femme. C'est franchement pénible. Les gens sont adorables, hein, je dis pas ça, mais voilà, le régime politique est vraiment oppressant. Et puis là, actuellement, il y a spécialement avec la France, je sais même pas s'ils donnent des visas encore. Et la route du Nord par la Russie est bloquée, donc un peu le seul moment, c'est passé par là. On part trop tard. Donc... C'est beau ces mots quand tu vois la route du Nord. On se croit vraiment dans des cartes. Oui, mais c'est ça. Plus que les noms. C'est vrai que c'est la route de la soie. Mais le problème, c'est qu'on part un peu tard, pour des raisons de travail, hein, parce qu'il a fallu qu'on travaille. Et donc on va prendre pas mal de trains, et j'espère qu'on va arriver à passer. Parce qu'il y a l'hiver qui va arriver, il y a des montagnes. Ça va pas être simple. En vélo. Ouais. L'école ferme au bout d'un moment. Ouais. Donc il faut qu'on passe de toute façon avant le 30 novembre, puisque le Karakorum ferme le 30 novembre. Ouais, on disait il y a des défis de kilométrage. Il ne faut pas non plus que ce soit non plus que ça devienne l'horreur. Ouais. Donc en fait, on a prévu de prendre un maximum de trains dès que c'est possible et qu'il n'y a pas trop d'intérêt à pédaler, quoi. Et ne pédaler que sur des portions bien... le Pamir déjà, ça c'est sûr. Et puis avant, une partie d'Anatolie. Et voilà. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Un voyage, on espère qu'on aura tes nouvelles. Non, c'est 9 mois d'absence, c'est ça qui passe. Une année scolaire. Le chant des montagnes de Patrick Adéo, du coup, voilà, qui est en circulation dans le monde entier. Alors, bientôt, depuis à plus. Il faut qu'on imprime tout ça, on a déjà une bonne partie des impressions. En tout cas, il est à retrouver donc sur les bancs, dans les gares, les aéroports et dans tous les pays où les gens veulent le faire voyager. C'est un livre qui est complètement gratuit. L'idée est de le faire voyager, justement, c'est bien ce qu'il fait. Tu pars avec un ouvrage ou deux, je crois, je ne sais plus. Si tu m'en donnes, oui, je peux partir. On va t'en donner deux ou trois, ce serait génial qu'on ait. Je croise quelques francophones. Une petite photo avec le publicité, ça serait super chouette. Ça serait super chouette. Merci pour merci à toi. C'est l'invitation. Merci à vous. Ton voyage. On va te faire une belle émission, digne de ce nom, que tu es très curieuse déjà. On a commencé sans son, c'était rigolo. Et vous pouvez à n'importe quel moment réagir sur KTB Radio, l'application gratuite qu'on peut donc télécharger depuis Play Store, depuis nos réseaux sociaux, sur Spotify, sur Apple Podcast, non pas Apple Podcast, Podcast Addict, excusez-moi, sur Deezer. Et voilà, merci pour tout. On va passer une dernière musique que tu avais choisie, Zoufri Maracas, en vélo, jusque ça va. À très bientôt. Anthologique. Elle est complètement contextuelle. Ouais. Très belle journée, on est quelle heure? 6 soirées aujourd'hui, je ne sais plus. Oui. Bonne soirée. Ciao. À bientôt, ciao. En rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et mes envies sont aussi lisses que l'archet qui sur le violon glisse, me délivrant de mes tensions, affranchissant de tous mes vices. Et je m'en fous, je me sens bien, la musique vous va si bien. Quand vous dansez vos émotions et oubliez vos conditions d'alcooliques et de gens perdus qui déambulent dans la rue. Arrive à ceux qui sont ailleurs, à attendre qu'il fasse meilleur. Sur la paroi de vos angoisses qui m'indiffèrent par ailleurs. L'amour dans ce monde dégueulasse
menace, l'incertitude de l'avenir est comme une impression tenace, la sensation qu'il faut partir, ne pas mettre le pied dans la nasse du pognon et de la tirelire. Recomptez vos souvenirs, vérifiant qu'il ne manque pas la musique vous fait languir. Celui qui sautera dans vos bras, celui qui vous fera enfin rire, vous emmènera au cinéma, vous proposera de vous enfuir en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara. Un peu de patience, mademoiselle, celui qui vous coupera les ailes n'est pas encore prêt de venir. Il a décroché un contrat pour assurer votre avenir. Lui qui se voit déjà papa, il veut pour vous faire plaisir, vous voir en robe d'apparat. Mais il n'a plus le temps de vivre, de vous voir ou de vous sourire. Il est rongé par le travail et vous n'osez pas lui dire la profondeur de votre mallette, les détails de votre lassitude, même si ça va de pire en pire. Demain ça ira mieux peut-être, alors à la fin vous dansez, vos idées noires faites valser sur un air de swing ravageur. Entretenez secret espoir qu'un soir il rentrera fatigué, comme frappé par le malheur, et vous dira me suis fait virer. Faites tes valises, on part ce soir, et ce jour-là vous le suivrez, et vous traverserez la rive. Le monde sera toujours meilleur s'il faut partir à la dérive. Après tout l'essentiel pour vous n'est-il pas de vous sentir vivre à Bab el-Oued, à Katmandou, en vélo ou au Sahara, en vélo ou au Sahara. En rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et je donnerais n'importe quoi pour être celui qui danse avec toi, celui qui te proposerait de partir en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara, en vélo